Je voudrais commencer par rappeler les exigences officielles de l'épreuve de dissertation philosophique au baccalauréat, telles qu'elles sont définies dans le bulletin officiel numéro 25 du 19 juin 2003, et dont les exigences sont toujours actuellement en vigueur. Je cite, « La dissertation est l'étude méthodique et progressive des différentes dimensions d'une question donnée. À partir d'une première définition de l'intérêt de cette question et de la formulation du ou des problèmes qui se trouvent impliqués, l'élève développe une analyse suivie et cohérente correspondant à ces problèmes, analyse nourrie d'exemples et mobilisant avec le discernement nécessaire les connaissances et les instruments conceptuels à sa disposition. » Donc, je retraduis, la dissertation de philosophie au baccalauréat a un double objectif. D'abord, réfléchir aux problèmes posés par le sujet, ce qui suppose de formuler clairement une problématique au départ de la dissertation, en reformulant et en explicitant le libellé du sujet. Et ensuite, mobiliser ses connaissances philosophiques au service de la réflexion et, plus largement, mobiliser sa culture générale, c'est-à-dire ses connaissances historiques, scientifiques, artistiques, etc. Alors, en ce qui concerne l'organisation du devoir, le devoir est structuré de la façon suivante. Il comporte nécessairement une introduction, un développement, lequel comporte lui-même 2 ou 3 parties, et enfin une conclusion. Je vais à présent traiter séparément ces 3 grandes étapes du devoir. Donc je commencerai par l'introduction. Alors, l'introduction elle-même est structurée en différentes étapes. Premièrement, il faut commencer par une amorce, c'est-à-dire rédiger quelques lignes pour donner envie de lire la dissertation. On appelle ça une captatio benevolentiae, c'est-à-dire montrer l'intérêt de la question posée par le sujet. Ensuite, il faut analyser le sujet en définissant rapidement les principaux termes afin de formuler clairement une problématique. On ne doit pas se contenter de recopier ni même de reformuler le sujet différemment. Et enfin, troisième et dernière étape, il faut annoncer clairement le plan que l'on va suivre, mais il n'est pas possible ni souhaitable de détailler les analyses dès l'introduction. Alors, en ce qui concerne le développement peut se décomposer, comme je l'ai dit, en 2 ou 3 parties, pas plus et pas moins. Il peut suivre une démarche que l'on appelle dialectique ou l'une des nombreuses variantes du plan dialectique qui peuvent être inventées justement à partir de ce modèle de base. Alors, le modèle de base correspond au plan classique type thèse, antithèse, synthèse, donc première, deuxième, troisième partie. Mais on peut raffiner ce modèle, par exemple, en suivant un ordre thèse, critique de la thèse, antithèse. Et d'autres variantes sont également possibles et peuvent être inventées quasiment à volonté. Mais il s'agit toujours de confronter des points de vue ou des thèses contradictoires afin de parvenir à une éventuelle résolution du problème posé. En outre, les parties se décomposent elles-mêmes en sous-parties. Celles-ci correspondent aux différents arguments qui peuvent être exposés en soutien de la thèse, ou de l'antithèse, ou de la synthèse. Chacun des arguments doit être explicité en s'appuyant sur un exemple ou bien une référence philosophique ou culturelle. Et enfin, on peut aussi illustrer ces analyses par quelques citations bien choisies et bien placées, mais il ne faut pas en abuser. 3 ou 4, à mon avis, peuvent suffire largement pour l'ensemble du devoir. Enfin, la conclusion. Alors, la conclusion constitue simplement un récapitulatif du devoir. On rappelle les principales étapes de la réflexion qui ont été suivies dans le développement. Mais il est également possible, non nécessaire toutefois, de faire une ouverture en fin de conclusion en posant une question qui va prolonger la réflexion du développement. En ce qui concerne les règles de présentation du devoir, elles peuvent être considérées sous 2 angles, la forme et le fond. Alors sur la forme, eh bien, le devoir doit être présenté évidemment d'une façon soignée, claire, lisible. Il s'agit d'éviter les ratures, les tâches, etc. Il faut faire attention aussi à la correction de la langue, orthographe, grammaire, syntaxe, conjugaison, etc. Et enfin, il faut faire apparaître aussi des séparations nettes entre les parties, par exemple en sautant 1 ou 2 lignes et en ménageant des transitions à la fin de chaque partie. En ce qui concerne le fond, ce dont on parle, je dirais que la réflexion doit respecter principalement la logique. Les idées doivent s'enchaîner les unes aux autres, les parties doivent être nettement structurées et l'ensemble doit apparaître de façon cohérente. En dehors de ces exigences logiques, l'élève peut développer les idées qu'il veut et il peut donc penser librement. Enfin, je terminerai en indiquant les défauts les plus courants à éviter. Il faut éviter de juxtaposer ses idées, de faire une sorte de plan catalogue. Il faut éviter de se contredire,
Évidemment, donc on doit manier la contradiction, mais il ne doit pas être soi-même victime de la contradiction. Donc, par exemple, on évitera de parler à la première personne, de dire « moi, je pense que », ou d'affirmer des choses, et ensuite de revenir sur ce qu'on a dit au début. Il faut éviter les affirmations trop catégoriques, du type « il est vrai que » ou « il est certain que ». Et on doit prendre des précautions rhétoriques en utilisant des tournures impersonnelles, « il apparaît que »,« on voit que », des phrases au conditionnel du type « on pourrait dire ceci » ou « il semblerait que cela », etc. Ou encore, utiliser des adverbes de mode du type « peut-être »,« probablement ». Pour terminer, je dirais qu'il faut éviter évidemment de s'éloigner trop du sujet. Ça, c'est le risque de digression ou de hors-sujet qui est sans doute le plus pénalisant.